Bonjour et bienvenue dans votre émission Et nous sur la radio pour tous. Aujourd'hui, un sujet nous intéresse, c'est la lutte contre la prostitution au Togo, la prostitution des mineurs. Parce que le phénomène devient grandissant dans le pays, surtout avec les réseaux sociaux qui pullulent un peu partout. Les jeunes s'adonnent à des comportements dont nous en parlerons dans cette émission. Je suis Edwige Dibodi Apedo, merci à la réalisation technique et je reçois aujourd'hui Ina Batanta, elle est chargée de communication de l'association Petite Sœur à Sœur. Bonjour madame. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Joanita de Medeiros. Elle est chargée de projet à l'association Petite Sœur à Sœur. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. D'accord. Alors, quand on parle de la prostitution des mineurs, de quoi s'agit-il exactement madame? Parler de la prostitution des mineurs revient premièrement à parler de la prostitution En général. globalement, en général. Ah d'accord. Qu'est-ce que veut dire la prostitution? La prostitution, c'est une activité sexuelle que mène quelqu'un en contrepartie d'une rémunération. Donc, si nous disons que les enfants ne doivent pas travailler, mais nous les laissons faire des activités sexuelles, c'est ça que nous appelons prostitution des mineurs ou prostitution juvénile. Prostitution juvénile, est-ce que le phénomène existe au Togo? Bien sûr. Oui, comment on peut savoir? Parce que quand on a lancé le sujet, les gens se posaient la question, d'où vous sortez ce sujet? Merci. Et l'association Petite Sœur à Sœur œuvre pour le bien-être des enfants et des jeunes filles vulnérables. Donc, nous travaillons souvent sur les sites ou appelés communément aussi les ghettos ou les bidonvilles. Les bidonvilles, où les jeunes filles qui se déplacent des milieux ruraux vers la ville ne savent pas où s'abriter, donc constituent, comment l'appelle-t-on, une habitation. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'habitation, qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de travail, donc ces jeunes filles-là sont obligées pour survivre de s'adonner au travail de sexe. D'accord, ça c'est l'une des causes, ou bien l'une des raisons. On va parler de ça tout à l'heure. Mais concernant ce phénomène qui existe dans le pays, à quel moment vous avez fait le constat que le phénomène devenait grandissant au niveau de votre association? L'association Petite Sœur à Sœur travaillait depuis avec PSI. Donc c'est depuis que Petite Sœur à Sœur a su qu'il y a ce phénomène. Il y a longtemps. Au Togo. Oui, très longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'avant, on ne parlait pas de ce sujet, mais ça veut dire que c'est par rapport aux chiffres qui grandissaient que vous êtes dit qu'il faut mettre en place des actions maintenant. C'est cela? Oui, Petite Sœur à Sœur est sur le terrain depuis 2009. 2009. Mais bien avant, elle travaille sous PSI. Donc déjà, elle connaît les sites où se développe ce phénomène. Elle a travaillé aussi avec des enfants qui étaient dans ce domaine et qui sont devenus aujourd'hui des adultes qui pratiquent encore cette activité. Et alors, si on veut parler des chiffres aujourd'hui, combien de mineurs sont victimes de ce phénomène au Togo? Partons sur le fait qu'à Lomé uniquement, nous avons 27 000 professionnels de sexe. Nous ne disons pas travailleuses de sexe ou professionnels de sexe, donc nous disons des filles vulnérables. D'accord. Nous avons à Lomé près de 27 000 filles vulnérables. Oui. Et de ces 27 000 filles vulnérables, uniquement dans la capitale Lomé, il y en a 31% qui sont des mineurs. 31%. C'est beaucoup. Comment cela s'explique? Comment expliquer que ce taux est assez conséquent? 31% de mineurs, Ina Batanta, comment on l'explique? Comme on vient de le dire, les jeunes filles qui se déplacent des villages vers les villes deviennent de plus en plus nombreuses par rapport à la pauvreté des parents. Parce que
Et il n'y a pas assez d'activités dans les milieux ruraux. Ce qui fait que les jeunes filles préfèrent venir en ville pour mener au moins des activités. Donc, au fur et à mesure que ces filles viennent en ville, elles font aussi des enfants. Donc, ces enfants aussi, à peine à l'âge de l'adolescence aussi, comme il n'y a pas aussi une autre activité qu'elles doivent mener aussi, se lancent dans l'activité. Ce qui fait que le nombre augmente de jour en jour. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce chiffre croissant du phénomène? Oh oui, c'est ce que Tata Ina vient de dire. En fait, il y a le problème de la pauvreté. On avait tenu un atelier mercredi passé et lors de cet atelier, il y a un monsieur, il est responsable d'une auberge, qui nous disait que il suffit de rencontrer une fille, de t'intéresser à cette fille, de prendre son numéro et de l'appeler après, ou bien de lui envoyer un coucou. La fille te revient en réponse: bonjour, comment allez-vous? J'ai faim. Vous voyez cette situation? Donc, ça vous dit que le niveau de pauvreté des parents qui ne pratiquent pas du tout la planification familiale, qui se disent, les parents qui se disent que bon, Dieu m'a donné 20 enfants, voilà. Donc, font des enfants sans programme, donc c'est ce que ça donne. Au-delà de la pauvreté, quelles sont les autres raisons qui peuvent expliquer qu'on ait assez de cas de prostitution? La vie facile des filles, le gain facile, il y a ça également. Le gain facile, comment cela s'explique? Le gain facile, c'est-à-dire, ce sont des filles qui ne veulent pas se donner de la peine pour travailler. Des filles déscolarisées qui se promènent, des filles qui sont là, toujours accrochées à leur téléphone et qui attendent le premier venu, le gain facile. Il y a ça également. Il y a des filles qui ne veulent pas rester auprès des parents dans leur village pour travailler la terre parce qu'elles préfèrent venir en ville, là où ça brille beaucoup, pour trouver assez de sous. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. C'est ce que Tata Ina disait. Alors, il y a la pauvreté, il y a le gain facile. Au-delà, quelles sont les autres raisons qui entraînent à ce phénomène? Oui, d'une part, ce ne sont pas seulement les filles du village qui font ce phénomène. Il y a aussi les jeunes filles des villes aussi qui contribuent à augmenter le nombre de ces jeunes filles-là qui font ce travail-là. Comme on vient de le dire, il y a le suivisme. Il y a le suivisme quand vous êtes une élève, quand vous êtes un apprenti, et dans votre classe ou bien dans votre atelier, il y a certains de vos pairs qui s'habillent d'une manière aussi élégante. Donc, vous voulez aussi être comme eux. Ce qui fait que comme vous n'avez pas les moyens, peut-être que d'autres ont les parents qui ont des moyens. Ils arrivent à assurer ces besoins-là. Mais la plupart aussi n'ont pas les parents qui ont des moyens, mais qui aussi s'habillent aussi d'une manière élégante. Donc, ces filles-là, souvent, ça donne à ce phénomène-là. Et puis, c'est le multi-partenariat parce qu'un seul gars ne peut pas te donner assez d'argent pour que tu achètes les chaussures. Ce que tu veux. Non. Donc, le téléphone avec des prix énormes. C'est ça. Donc, quand tu commences par faire le multi-partenariat, tu rentres déjà dans la prostitution. Est-ce que les parents comprennent cette situation? Certaines fois, les parents sont complices. Hein? Ah oui? Ah oui. Parce que ton enfant, toi-même, tu n'as pas les moyens, mais l'enfant revient avec un portable de luxe, tu dis rien. Ou bien l'enfant porte des chaussures dont toi-même tu ne peux pas avoir le prix, mais tu ne dis rien. Ou bien toi-même tu dis à l'enfant que bon, tu ne vois pas tes camarades à côté, c'est eux qui subviennent aux besoins de leurs parents à la maison. Toi là, tu me sers à quoi? Donc d'une manière ou d'une autre, il y a certains parents qui ne sont pas responsables, qui poussent aussi leurs enfants à aller vers ce phénomène-là. Alors, elle a parlé tout à l'heure du suivisme au niveau des jeunes filles. Aujourd'hui, comment expliquer qu'une jeune fille peut tomber facilement dans ce système-là? Oui, il y a la pression des pères. Vous êtes ensemble
ce que font vos pères, vous serez d'une manière ou d'une autre obligé. Parce que là, nous sommes en train de parler des jeunes filles, des adolescentes. Là, elles n'ont pas encore conscience de ce qu'elles font. Elles ne sont pas assez responsables pour discerner le bien du faux. Vous voyez? Donc, c'est ce qui les pousse à suivre les autres pour faire cette activité. L'inconscience, mais il y a les études. Où est-ce qu'on met l'éducation à ce niveau, madame? Oui, à ce niveau-là, nous devons impliquer alors nos enseignants. Nous devons impliquer nos enseignants, les parents également. Déjà, l'enfant adolescent, il y a une manière de lui parler, de faire de ton enfant ton ami, surtout les filles. À un certain âge, les filles n'aiment pas qu'on crie sur elles. Elles se croient déjà votre égale. Oui. Oui. Donc, il y a une manière d'approcher ta fille, d'être la confidente. Surtout, je parle aux mamans, d'être la confidente de sa fille. Si la fille est sûre qu'avec ma maman, je peux discuter de ça et tout dire, elle n'ira pas se confier à une amie qui va lui dire « Oh non, tu peux faire ça, c'est pas grave, c'est ce que moi je fais. Tu ne vois pas mon portable, j'ai iPhone. » Si elle discute bien avec sa maman, le problème ne se posera pas. La discussion avec les parents, mais il y a certains parents qui ont abandonné. Il y a certains parents, vous l'avez dit, Ina, qui poussent les enfants, bien les jeunes filles, adolescentes, à aller vers ce phénomène pour pouvoir ramener de l'argent à la maison. Qui mène pour éduquer ces jeunes? Et quand les parents vont démissionner ou bien ont démissionné, il y a aussi le cas qui est là pour la prise en charge aussi de ces enfants. Il y a aussi les ONG et associations qui luttent pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes filles qui sont là. Donc, par rapport à l'éducation, les jeunes adolescentes ils doivent aussi avoir cette éducation d'aller vers ces institutions-là ou bien ces services-là pour demander de l'aide. Parce que si l'enfant n'a pas aussi cette information, elle ne saura pas que lorsque les parents ont démissionné, elle peut aller vers tel. Donc, c'est l'éducation, comme ma seconde vient de le dire. Si on peut intégrer une partie de l'éducation là, dans le système scolaire pour que les enseignants savent que il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans la vulnérabilité. Donc, qui peuvent les donner ces voies et moyens. Lorsque le parent démissionne, vous pouvez aller vers ici pour demander de l'aide, pour ne pas tomber dans certaines activités peu recommandées. Est-ce que les parents eux-mêmes comprennent qu'aujourd'hui, quand vous avez un enfant, il faut prendre en charge cet enfant? Il ne faut pas démissionner, il ne faut pas se tourner vers les associations et les gouvernants. Ce n'est pas ces personnes-là qui ont enceinté votre femme ou bien qui ont décidé de donner l'enfant. Oh oui. Nous revenons toujours au point de départ. C'est ce que disait Tata Ina. Si les parents sont responsables, elles vont assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant. Donc, ce sont des parents qui ont démissionné, qui, une fois vu leur enfant à un âge, les laissent pour compte. Ça devient compliqué, vous êtes sur Radio Dina dans votre émission. Et nous, on va parler maintenant de ces enfants ou bien de ces adolescentes. La majorité, ce sont des jeunes filles. Mais est-ce que vous rencontrez des jeunes garçons, des jeunes adolescents dans le domaine, sur le terrain? Est-ce que vous avez une fois rencontré des jeunes garçons qui sont obligés de se donner à la prostitution? Bon, sur le terrain, comme nous, vous travaillez beaucoup plus avec les filles. Sinon, il y a aussi les jeunes garçons. Eux, souvent, ils ne s'adonnent pas à ces activités. D'accord. Ils font d'autres choses. Oui. Alors, souvent. Que vivent les victimes, les mineurs victimes de proxénétisme quand vous êtes sur le terrain? Puisque vous, à tout moment, au niveau de l'association Petites Sœurs à Sœurs, vous êtes sur le terrain, vous descendez pour échanger avec les filles, les sensibiliser. Qu'est-ce qu'elles vivent réellement? Oui, Madame Janita. Ok, merci. La vie au quotidien de ces filles n'est pas facile.
n'est pas facile. Il est présentement 11h24. Peut-être qu'elles ne sont pas encore réveillées. Elles sont encore au lit parce qu'elles ont passé toute la nuit debout. Ce sont des filles qui, déjà, à partir de 14h, 15h, se préparent pour sortir la nuit. C'est ça leur quotidien. Ce sont des filles premièrement déscolarisées et elles n'ont pas de projet d'avenir. Il y en a qui sont traumatisées, surtout celles qui ont un peu de conscience, qui ont suivi leurs amis, sont traumatisées. Elles ne s'attendaient pas à cela. Pas du tout. Elles sont tombées dedans maintenant. Difficile de s'en sortir. Donc, c'est notre service psychologique qui s'en charge lorsqu'on les rencontre et qui fait des cheminements avec elles. Pour certaines, elles arrivent à faire la réinsertion familiale, mais pour d'autres, pour elles, c'est fini. Elles préfèrent rester dans cette activité au lieu de rentrer chez elles pour rester sous l'autorité de leurs parents. À quoi ressemble donc ce quotidien d'une adolescente victime de proxénétisme? Elle a parlé tout à l'heure du fait qu'elle ne dorme pas. Elles sont tout le temps à la recherche du gain et tout. D'autres aspects à ajouter, Ina? Oui. Ce sont des jeunes filles qui ont aussi déjà des enfants en charge. Oui. Des mineurs qui ont déjà des enfants? Oui. Parce que souvent, il y a des grossesses non désirées qui en sortent. Il n'y a pas de protection. Oui, qui en sortent. Et puis bon, de ce fait-là, les enfants n'ont pas souvent de papa. Donc, la fille devient et le papa et la maman. Donc, non seulement elle-même, elle avait des difficultés à survivre, maintenant, elle a la charge d'autres enfants. Or, souvent, les lieux où elles habitent sont des lieux payés journalièrement. Donc, c'est chaque jour. C'est chaque jour. D'autres, c'est chaque jour. Certaines fois, c'est par semaine. Donc, elles doivent travailler le jour au jour pour pouvoir honorer les engagements vis-à-vis des terres qu'elles occupent. Donc, si elles n'ont pas eu à gagner, donc elles ont aussi des problèmes avec leur propriétaire de lieu. Certaines fois, on les fait sortir avec leur bagage parce que d'autres aussi filles arrivent qui ont besoin de ce parcelle-là. Toi, tu l'occupes, tu ne peux pas. Donc, on les fait sortir et d'autres occupent la parcelle. Et les enfants sont déscolarisés parce qu'elles n'arrivent pas à payer les frais de scolarisation à ces enfants et la famille. Donc, c'est tout un tas de problèmes que ces jeunes filles vivent sur. C'est ce qui oblige ces dernières-là de faire tout pour sortir, pour avoir quelque chose, pour subvenir non seulement à ses besoins, mais aux besoins de leurs enfants aussi. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'elles louent des coins pour pouvoir s'héberger et tout ça. Et ça s'élève à combien, souvent quand vous discutez avec elles? Ça varie, hein. Ça varie selon les propriétaires. Ça peut être 1000 francs par jour. Ça peut être 500 par jour. Alors, quelle est la difficulté qu'elles ont souvent? Vous avez parlé, oui, elles vont aller elles ne dorment pas, il y a les clients et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous revient? Les violations, les maltraitances, qu'est-ce qu'elles vivent réellement? Quel est ce quotidien d'une fille victime de proxénétisme? La maltraitance dont vous parlez, parfois, elles sont protégées par leurs partenaires. Elles ont des partenaires? Oui, comme vous le dites. Adolescentes. Comme Tata Ina le dit, elles ont des partenaires. D'accord. Des adolescentes, elles ont des partenaires que nous appelons des proxénètes souvent aussi. Oui, que nous appelons des boyfriends. C'est eux qui les protègent les nuits lorsqu'elles sortent. D'accord. Oh oui, ils sont de loin et ils les suivent. Ils les suivent comme ça, ce qu'elles gagnent. Elles ramènent ça à la maison. Sinon, d'autres, il y a des gens qui les guettent
Dès qu'elles sortent des hôtels, ils les braquent pour prendre leur argent. Donc, les partenaires les protègent. Les protègent. Mais est-ce que vous n'avez pas eu de retour de violation? Est-ce qu'elle n'a pas été maltraitée par ces personnes qu'elle rencontre au-delà de la protection de ses boyfriends? Qu'est-ce qu'elle vous dit souvent quand vous échangez avec elle? Oui, souvent elles sont victimes de violences. Parce que le client, certaines fois, ils abusent d'elle et puis ils ne veulent pas payer. Donc, elle aussi, c'est à cause de ça elle est sortie, c'est à cause de cet argent elle est sortie. Elle aussi, elle ne se laisse pas faire. Donc, pour certaines fois, elles reviennent avec des blessures assez graves parce qu'elles sont obligées de se bagarrer avec ces derniers. D'autres, non seulement ne veulent pas honorer leur engagement, sont obligés de les séquestrer aussi. Donc, elles font tout aussi pour s'échapper à ces bourreaux-là. Donc, ce sont des cas que ces derniers-là vivent pour survivre le jour au jour. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a certaines jeunes filles qui sont à la recherche du gain facile. Il y a le civisme, il y a le déplacement vers la ville, des milieux reculés vers la ville, également la pauvreté. Mais au-delà de ça, il y a certaines adolescentes qui sont victimes en fait de ce phénomène parce qu'il y a des proxénètes et on vous trompe, vous ne savez pas dans quoi vous mettez votre tête. Aujourd'hui, comment pouvoir sortir de ce piège? Bon. Oui, vous pouvez aller. Le problème, comme on dit souvent, ce sont les filles qui viennent des milieux ruraux là. C'est elles souvent qui sont... Parce qu'elles n'ont pas de maison de chez. Donc, vous approchez d'une personne? Oui, pour vous abriter. Donc, avant que la personne vous reçoive, toi aussi, tu dois participer. Donc, elle va te dire que c'est ça que je fais avant de gagner. Donc, une personne adulte qui vous exploite? Oui. Ça peut être même ses pères, parce qu'elle est mineure, mais elle est dans le domaine. Elle a eu aussi la chance de l'expérience. Oui. Donc, elle vient, elle t'exploite aussi. Donc, avant de bénéficier de son logement, toi aussi, tu dois faire quelque chose et tu me reviens avec tel montant. Alors, comment sortir donc de ce piège pour éviter de tomber dans les mains de ces personnes, de ces proxénètes, de ces pères qui sont dans le domaine, éviter de se salir d'une manière ou d'une autre? Certaines perdent leur vie sans le savoir. Comment éviter ce piège? Souvent, elles quittent le village pour venir trouver du travail en ville. Donc, il faut te préparer là-bas tu dois savoir là où tu veux aller venir t'héberger d'abord. Si c'est une famille qui est à Lomé d'abord, il faut préférer avoir les contacts de la famille. Tes parents qui sont au village aussi doivent connaître ces personnes-là pour savoir que ma fille veut venir au moins faire quelques activités pour trouver un peu de sous pour se former dans tel domaine. Donc, les parents aussi doivent participer à la recherche du logement de leurs enfants en milieu rural d'abord. Pour celles qui viennent de milieu rural. Donc, elles doivent se préparer, quoi. Donc, c'est la non-préparation de ces derniers-là qui font qu'elles arrivent. En milieu urbain, maintenant, ça devient un problème. Oui. Ou soit, elles font leur calcul. Elles savent qu'en milieu urbain, il faut avoir un logement. Mais il faut faire une activité champêtre et économiser pour venir louer et chercher du travail. Mais si tu n'as pas recherché un logement d'abord avant d'arriver, la personne qui va t'héberger, toi aussi tu dois participer au paiement. Donc c'est ce qui fait qu'elles sont obligées de subir. Donc elles n'ont pas bien se préparer si elles veulent venir, effectivement, faire un travail digne de soi pour trouver d'abord le travail, trouver là où s'installer, chez qui s'installer, connaître ces personnes avant de se déplacer. Ça c'est pour les jeunes filles ou bien les adolescentes qui quittent les milieux ruraux pour le milieu urbain. Mais on a parlé du suivisme, on a parlé de la non-connaissance de ce qui se passe sur le terrain et du gain facile. À ce niveau, quel est le travail à faire pour pouvoir éviter ce phénomène? La sensibilisation. Nous essayons de faire la sensibilisation en milieu urbain, en milieu rural. Nous faisons la sensibilisation, la dernière qui a été faite, c'était vendredi passé, au centre communautaire de Baie. Nous avons rassemblé au moins 6 quartiers à Dablato, Yekonakwe, Beniglato, Katanga,
à Kodé-Sewa et lycée de Tokwe, on a rassemblé les 6 quartiers pour les sensibiliser par rapport à tous ces phénomènes. Il faut sensibiliser également les parents. Il faut sensibiliser également nos enfants. Les enfants eux-mêmes doivent être sensibilisés sur ce phénomène. Parce que parfois, c'est la méconnaissance de ce phénomène qui les amène dans ça. Elles rentrent dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Avant de réaliser que j'ai fait un faux pas et il leur est difficile de rebrousser chemin. Vous êtes sur Radio Dena dans votre émission et nous qui reçoit aujourd'hui Ina Batanta, chargée de communication de l'association Petite Sœur à Sœur, Juanita Demederos, chargée de projet de la dite association. Alors, on va parler maintenant de la responsabilité. Depuis, on ramène la responsabilité des parents, la responsabilité des gouvernants. Qu'est-ce qu'on met dans la responsabilité des parents? Et je me tourne vers vous, Juanita Demederos, avant d'aller vers le gouvernement avec la chargée de communication. Qu'est-ce qu'on met dans la responsabilité des parents? Oui, ce que nous disons, être responsable, ça veut dire prendre l'engagement de faire à ton enfant ce qu'il faut faire en tant que parent. Comme vous l'aviez dit dès le début, il y a des parents qui ont démissionné, laissant les enfants à la merci de la rue, laissant les enfants à la merci des autres, des voisins. Les parents se lèvent le matin et partent sans donner à l'enfant ce qu'il faut manger dans la journée et revient le soir demander à l'enfant s'il n'a rien préparé. Nous avons ces cas-là. Avec quel argent alors? Voilà, avec quel argent? Nous avons ces cas-là. Il y a des enfants qui tombent malades et que nous rencontrons dans notre visite. On les rencontre, mais le parent s'est levé, est parti et l'enfant est resté dans la chambre en grelottant. Vous voyez, il y a des parents qui ont démissionné. Quand nous parlons de la responsabilité des parents, nous les interpellons à ce qu'ils sachent qu'ils sont parents, jusqu'à ce que les enfants ne grandissent et soient eux aussi adultes. C'est une obligation pour eux de subvenir à leurs besoins. Et être parent ne veut pas dire être gendarme derrière ton enfant non plus. Tu dois être un bon conseiller. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour que l'enfant grandisse socialement et être un bon citoyen. Être le psychologue, l'enseignant en même temps de votre enfant, l'éducateur, tout de votre enfant et du côté du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, à quel niveau elle est? Bon, je pense que le gouvernement a déjà fait la grande partie de ce qui lui revient comme travail en votant des lois qui protègent les enfants. Donc la plupart de ces lois aussi sont mises en œuvre pour la protection parce qu'il arrive certaines fois où sur nos sites ou bien les lieux où nos filles habitent, où on observe la descente des forces de sécurité pour venir voir. Bon, souvent, pour mener cette activité-là, une personne lucide ne peut pas se mettre à faire cette activité. Il faut être quelqu'un de... Donc souvent, il arrive que sur ces sites-là, nos enfants, ils ont la plupart de prendre certains stupéfiants qui font que, elles arrivent aussi à faire ce travail parce que c'est difficile de se donner d'une personne à une autre. Donc, je pense que les gouvernants font leur travail en votant la loi pour protéger les enfants, en utilisant les forces de l'ordre pour mettre de l'ordre là où ces enfants-là sont pour qu'ils ne foncent pas des choses encore qui va encore plus les nuire. Au-delà de l'adoption, bien de la ratification des tests et tout, quelle responsabilité
des gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, elle parle du fait qu'il y a également les forces de l'ordre qui descendent souvent sur le terrain pour récupérer souvent des mineurs aussi, s'il le faut, en danger. Au-delà de ça, quel est le travail que les autorités doivent faire à ce niveau par rapport à ce phénomène, Juanita de Medeiros? Oui, les autorités le font, tel que l'a dit Tata Ino. Ils le font. Déjà, quand il y a la réglementation, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et ils sont conscients du phénomène. Ils nous aident lors des ateliers, ils viennent aux ateliers, on élabore ensemble des plans d'action qu'on exécute. D'accord. Donc, c'est le lieu de saluer tout ce que le gouvernement fait à l'endroit de ces filles vulnérables. Alors, justement, que disent les tests en rapport avec la prostitution des mineurs? On parle tout à l'heure du fait que vous avez parlé du fait que le gouvernement a ratifié ou bien adopté des tests et tout. Que disent ces tests-là par rapport à la prostitution des mineurs? La loi interdit le travail des enfants et à plus haute raison la prostitution des enfants. Donc il y a, pour ne pas répéter ou bien pour ne pas dire exactement ce que la loi dit dans les textes, il y a, comment on l'appelle-t-on, des amendes et même la réclusion, les peines les pénales qui sont, comment l'appelle-t-on, qui figurent dans la loi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces peines si on attrape par exemple un proxénète, il en court combien et tout par rapport à ceux qui ne respectent pas cette loi qui interdit la prostitution? C'est de 5 ans à 10 ans. Est-ce que c'est suffisant sur le terrain? C'est dissuasif quand même. Et pas suffisant, mais dissuasif. Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez que ces tests-là, est-ce que les gens maîtrisent ces lois? Est-ce que ces personnes savent qu'il y a ces lois, qu'il ne faut pas bafouer, qu'il ne faudrait pas amener les mineurs à se prostituer? Est-ce que les gens comprennent qu'il y a ces tests comme ça? D'autres savent qu'il y a ces lois-là qui protègent les enfants, mais d'autres aussi ne le savent pas. Donc c'est le lieu de les sensibiliser parce qu'il y a d'autres, tu peux adopter certains comportements envers quelqu'un ou bien envers un enfant, tu ne sauras pas que la loi punit ce comportement. Donc tu ne connais pas la loi. Donc c'est le lieu aussi de sensibiliser ces personnes-là vers qui ces enfants-là viennent et ils autorisent ce travail-là des enfants, qu'ils soient sensibilisés et pour eux-mêmes aussi. Ça peut être leurs enfants demain. Donc si tu protèges l'enfant de quelqu'un aujourd'hui, c'est ton enfant que tu protèges. Oui. Alors, l'association Petite Sœur à Sœur est dans ce combat depuis 2009, depuis des années. Donc, aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous réalisez à l'endroit des jeunes filles vulnérables pour pouvoir les sortir de ce phénomène de prostitution? Okay. Pour répondre à cette question, je dirais premièrement qu'il nous faut tout faire pour que les filles ne rentrent pas dans ce domaine. L'association Petite Sœur à Sœur en a beaucoup fait. Les filles ont été récupérées et mises en apprentissage, coiffure et couture. L'association Petite Sœur à Sœur a tout fait pour acheter les kits pour qu'à la libération, elle leur offre le kit. Donc, si vous avez opté pour la coiffure, vous aurez le séchoir, lave-tête, chaise, miroir, et tout ce qu'il faut. L'accessoire pour pouvoir avoir un salon. Tout ce qu'il faut pour un salon de coiffure. Si vous avez opté pour la couture, tout ce qu'il faut pour ouvrir un atelier de couture. Néanmoins, il y en a qui ont accepté et ont suivi jusqu'à la fin la formation. Il y en a qui ont désisté en cours de route. Il y en a qui ont fini la formation et les kits sont là actuellement, les attendent. Refusent de venir prendre les kits. Mais pourquoi? Comment on peut expliquer le dire? Vous êtes formés, vous avez les kits, mais vous ne venez pas. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elles ont été au contact de l'agent facile, voilà.
qu'elle n'arrive pas à se faire réinsérer. Voilà, il y a ça. Et nous avons présentement mis en place des groupes d'épargne afin qu'elles puissent savoir comment épargner quand elles reviennent de ces activités-là pour ne pas demeurer indéfiniment dans ce travail. Oui, d'avoir un projet de vie. Nous avons également constitué des groupes dans les quartiers et on était allé avec la pratique d'activités génératrices de revenus. On leur a appris à faire le détergent liquide, les savons de toilette pour pouvoir vendre et les savons de lessive, la pâtisserie, le perlage, la fabrication de poubelles. On leur a appris à faire beaucoup de choses, la décoration. Des activités de réinsertion où vous pouvez gagner facilement de l'argent. Voilà, la décoration, les soins de visage, de mains, de pieds. Mais est-ce que les filles s'intéressent vraiment à ces programmes? Combien aujourd'hui sont réinsérées grâce à votre association? Elles s'intéressent aux programmes quand les programmes sont exécutés sur leur site. Ah, pas en dehors. Maintenant, à la fin de la formation qui a duré 6 mois, il est difficile maintenant pour elles de pratiquer ce qu'on leur a appris. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les groupements d'épargne et de crédit. D'accord. Pour qu'elles puissent épargner et savoir investir par la suite. Aujourd'hui, combien de filles vous avez réinsérées? La réinsertion familiale dans ce domaine est difficile. C'est pourquoi je vous disais au début qu'il nous faut tout faire pour qu'elles ne rentrent pas dans ce milieu. Quand elles rentrent, le retour est difficile. Très difficile. Et celles qui commencent par travailler et en sortant de ce domaine-là, est-ce que vous avez une idée? Parce que grâce à vos actions. Oui. Ina? Oui, bon. Certaines de ces filles-là ont réussi. On réussit à apprendre le métier à l'exercice. Donc, elles ont ouvert aussi des ateliers. Elles ont des apprentis maintenant et elles font maintenant nos fiertés. Donc, elles ne sont plus dans le... Non, elles ne sont plus dans... Mais ce sont un nombre assez minime. Aujourd'hui, quel est le chiffre qui va vous satisfaire avec les actions que vous menez? Quel est le taux de réinsertion que vous visez? Que vous allez dire aujourd'hui, nos actions, on est fiers qu'il y a plusieurs filles qui sortent de ce domaine et qui ne rentrent même pas dans ce domaine. Oui, si on prend 100%, il faut dépasser au moins la moitié. Il faut aller au-delà. Oui, de 50%. Donc on saura qu'au moins on a fait un pas. Oui. Par rapport à ces actions, on a vu depuis quelque temps, vous êtes sur le champ de la sensibilisation, c'est un autre chantier, et vous êtes allé vers des responsables d'auberges et tout ça. Pourquoi cette cible? Nous avons choisi les hôtels, les auberges, pour leur demander leur contribution dans cette lutte contre la prostitution des mineurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on les a réunis l'autre semaine. Quel est le constat que vous avez fait en vous disant qu'il faudrait qu'on implique ces responsables-là dans nos actions de sensibilisation? Oui, c'est dans ces lieux-là que vont nos filles pour leurs activités sexuelles. Les gens qui viennent demander leurs services sexuels, c'est vers là. Qu'est-ce que vous demandez donc à ces responsables? Quel est le travail qu'ils doivent faire? Quelle est la contribution à apporter à votre niveau? Oh oui, on leur a fait savoir que une adulte qui veut exercer cette activité
peut le faire parce qu'elle est adulte et responsable de ses actes. Même si l'activité est interdite au Togo, mais elle est responsable de ses actes. Oui, elle est responsable de ses actes. Par contre, une petite fille qui ne sait pas au juste ce qu'elle veut, on ne peut pas la laisser exercer cette activité. Donc, on leur a demandé de nous aider dans cette lutte. Alors, donc, l'autre aspect également, c'est que peut-être elles peuvent parler aux jeunes filles qui arrivent, aux adolescentes. Ils peuvent discuter avec elles pour faire changer les avis et tout ça. Oui. C'est aussi ça, non? Oui. Parce que, bon, étant donné que le travail des enfants est interdit à plus de forte raison, la prostitution, oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils savent que si, bon, tous les adultes sont amenés à protéger les enfants. Donc, quel que soit le travail que tu fais, quand tu vois qu'il y a un enfant ou bien un mineur dans ce travail qui n'est pas digne de lui, tu es en tant que citoyen pour protéger aussi la progéniture qui va arriver. Tu es censé aussi protéger cette progéniture. Donc, étant donné que ce sont des lieux où les clients amènent ces enfants-là, ils peuvent nous aider à responsabiliser. Parce que si sur le territoire, on sait que c'est une structure qui reçoit les enfants, donc elle n'est pas aussi bien vue. Donc pour être une structure responsable, il va falloir que ces structures-là interdisent l'accès aux mineurs. C'est ça. L'accès aux mineurs. Oui. Alors aujourd'hui, vous voulez acheter quelque chose par rapport à cela? C'est exactement ce qu'elle a dit. D'accord. Alors aujourd'hui, les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Et c'est à ce niveau maintenant qu'on fait connaissance avec des personnes adultes, des hommes adultes qui offrent leurs services. Et c'est à ce moment précis que le problème commence. Est-ce que vous tournez vos regards vers ce point? Est-ce que vous allez vers les réseaux sociaux? Vous comprenez également qu'il y a ce phénomène à ce niveau? Oui, nous pouvons dire que les réseaux sociaux jouent leur rôle dans ce domaine. Mais pas seulement les réseaux sociaux. Il y a les jeunes des quartiers. Il y a ce que nous appelons des sugar. Oui. Les personnes adultes qui sortent avec les sugar daddy. Oui, il y a des sugar daddy qui jouent leur rôle. Les réseaux sociaux sont, comment est-ce que je peux le dire, jouent des rôles vraiment, on ne saurait le dire, parce que les filles envoient leur nudité, elles s'exposent à tout moment, ont des plateformes et envoient leur identité sur des plateformes. Les contacts, tout ça. Et il est vraiment difficile à ce stade d'arrêter cela. Tout ce que nous disons, c'est sensibiliser nos enfants à la maison par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous êtes en train de lutter sur le terrain pour mettre un terme à ce phénomène, mais il y a ces plateformes qui viennent freiner votre lutte parce que, certes, elles ne vont plus le faire physiquement, vous n'allez pas le voir, mais il y a des réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, elles ont des clients. Vous ne pouvez même plus les voir, vous ne savez même pas à quel âge elle a et tout. Quel est le travail qu'il faudrait faire à ce niveau? C'est toujours la sensibilisation, la prise de conscience de nos enfants. Donc, le travail là n'est pas un travail assez respectable. Donc, tout être humain doit viser, comment l'appelle-t-on, un travail honorable. Donc, si on arrive à donner une éducation de base à nos enfants, à les faire comprendre le mal et le bien, le faux du mal, ou bien, bon, je ne sais pas comment m'exprimer, mais... À pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Oui. Donc, je pense qu'on peut limiter ces comportements à risque de nos jeunes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas également contrôler l'usage de ces réseaux sociaux? Ça, c'est le travail des parents. Il faudrait, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont libres
ils font ce qu'ils veulent, les filles, elles font ce qu'elles veulent également sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas contrôler l'usage? Ça, c'est la première partie de la lutte. C'est le contrôle, parce qu'on parle de la responsabilité des médias aussi. Donc, il y a certaines choses que peut-être ceux qui ont mis en place ces réseaux sociaux-là peuvent aussi, comment l'appelle-t-on, ne pas divulguer, quoi. Donc, s'il y a de ces cas-là où on ne peut pas, on peut limiter certaines images, certaines vidéos qui ne sont pas aussi éducatives pour les jeunes, si ces plateformes-là peuvent aussi faire à ce que ces choses-là ne se divulguent pas. Donc, ça peut être aussi un atout. Le travail pour conscientiser les jeunes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, il faut d'autres actions continuelles. Il faut travailler pour que les jeunes savent qu'avec les réseaux sociaux, ils peuvent faire autre chose, faire des recherches. C'est utile, c'est vraiment utile, faire des recherches pour leurs études. Communiquer avec les parents s'ils ne sont pas sur place. Voilà, s'ils ne sont pas là. Leur dire ce qu'il faut dire et non pas pour la dépravation. Ça, il le faut. Parce que c'est ce qui conduit aujourd'hui à cette situation. Oh oui. Avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Alors, dans vos recherches, pensez-vous que les clients savent réellement ou bien connaissent réellement l'âge des jeunes qu'ils rencontrent? Bien sûr. Quand vous rencontrez une jeune ou bien un jeune, à peu près vous saurez quel âge a cet enfant. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes mineurs qui ont la forme de personnes adultes. Voilà, c'est la raison pour laquelle, lors de notre atelier avec les responsables d'hôtels et les auberges, eux-mêmes, dans les plans d'action qu'ils nous ont proposés, ont proposé de contrôler, de vérifier l'identité des filles qui viennent avec les sugar daddy. On peut venir avec des cartes manipulées, avec des documents qui sont, qui sont faux et tout. Comment on fait pour pouvoir gérer ça? Parce qu'il y a certaines personnes, on a échangé avec des gens avant de faire cette émission, on dit, parfois vous ne savez même pas que c'est une mineure, et ça c'est un travail général à faire. Oui, c'est ça. Donc, étant donné la forme, le physique de l'enfant aussi, ça peut porter confusion. Mais bon, étant donné une structure responsable de ce nom, si vous voulez bien faire la vérification de l'identité de l'enfant, il faut exiger une carte où l'État togolais est censé délivrer. Donc si l'enfant ou bien n'a pas cette carte-là, elle ne peut pas intégrer votre hôtel. Donc ce sont peut-être... Et ça, c'est quand vous allez vers les hôtels et auberges. Quand vous n'allez pas vers ces hôtels, il y a à conscientiser également les personnes adultes qui vont vers ces jeunes filles aussi. Oui, c'est ça, on parle de la sensibilisation Bon, ces jeunes-là, eux, ils veulent abuser des enfants. Personne. Oui. Donc, c'est aux enfants de prendre conscience de leur situation. C'est aux parents de bien éduquer leurs enfants pour qu'ils ou bien qu'elles ne s'adonnent pas à ces activités-là. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quelles sont les solutions pour mettre un terme à ce phénomène, Juanita de Medeiros? Ce phénomène de prostitution de nos petites filles, des adolescentes, nous devons faire une lutte ensemble contre ce phénomène. Les médias, l'éducation, les parents, les structures qui s'intéressent aux enfants doivent tout faire, doivent mener des actions contre ce phénomène d'une manière ou d'une autre. Nous comptons surtout sur les médias. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à réussir cette lutte. Quel est votre appel à l'endroit des différents acteurs, parents, enfants, adolescentes, gouvernants, pour finir? Oui.
pour prévenir un phénomène, il faut connaître les causes. Donc, nous venons de citer les causes de ce phénomène. Donc, nous devons agir sur ces causes-là pour bien lutter contre ce phénomène. Donc, il faut que les différents acteurs travaillent. En synergie aussi, de l'un ou bien de l'autre côté. Les parents, les gouvernants, les ONG, associations, les médias, nous tous, nous devons œuvrer ensemble pour prévenir et lutter contre ce phénomène. Comment on a accès à Petite Sœur à Sœur? Petite Sœur à Sœur peut être joignable sur les numéros suivants. Le 22, 26, 73, 70. 22, 26, 73, 70, 92, 23, 91, 39. D'accord. Oui. Alors, plus 228, 22, 26, 73, 70 ou le plus 228, 92, 23, 91, 39 pour avoir accès à l'association Petite Sœur à Sœur. Peut-être que vous avez constaté qu'il y a une jeune fille dans un quartier qui s'adonne à ce phénomène et qui a besoin d'aide. Vous pouvez joindre cette association parce qu'il y a un suivi psychologique également qui se fait. Et il y a au-delà des formations pour sortir les jeunes parce que parfois vous rentrez dans ce domaine, vous sortez abattu et vous n'avez plus d'estime pour votre personne. Et donc, aidons les jeunes filles à ne pas intégrer ou bien à ne pas aller vers ce phénomène de la prostitution des mineurs parce que quand vous rentrez dedans, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir, est-ce que vous allez devenir. Et donc, c'est une lutte d'ensemble. Merci beaucoup à vous, Juanita de Medeiros, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la chargée de projet de l'association Petite Sœur à Sœur. Alors, merci également à vous, Ina Batanta, chargée de communication. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On espère vous revoir. Le plaisir est partagé. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère que ces mots ont touché quelques personnes et on espère également que vous allez vous lever ensemble pour qu'on mette un terme à ce phénomène grandissant dans le Togo. Parce que le pays n'en a pas besoin. Les jeunes filles également n'en ont pas besoin. Elles ont besoin d'aller à l'école pour grandir et pour devenir de grandes dames pour ce pays. Je suis Edwige Diboli Apedo. Merci à la réalisation technique. On se retrouve mardi prochain à la même heure pour un autre thème concernant les enfants et les adolescents. D'ici là, portez-vous bien.